J'ai couvert ma stupide sœur pendant des années, bien plus longtemps que je n'aurais dû. Je me disais que ce n'était qu'une phase, qu'elle finirait par sortir de son chaos. Je m'étais même convaincu qu'elle aimait Léa à sa façon. Mais la vérité, c'est que Camille n'a jamais changé. Elle est juste devenue plus douée pour cacher à quel point elle s'en fichait. Elle avait toujours une excuse. Elle était en burn-out, elle travaillait sur elle-même, elle essayait de faire le point. Ce que cela signifiait vraiment, c'est qu'elle faisait la fête, sortait avec des mecs rencontrés sur Instagram, ou planifiait des voyages de dernière minute qu'elle ne pouvait pas se payer tout en me refilant Léa, ou à n'importe qui d'autre qui daignait répondre au téléphone. Et c'était toujours moi qui répondais. J'allais chercher Léa à l'école maternelle quand Camille oubliait. Je l'emmenais chez le dentiste quand Camille ne se réveillait pas, j'achetais ses cadeaux d'anniversaire parce que Camille dépensait l'argent de la pension alimentaire pour une technicienne en extension de cils qui venait à domicile. Et pendant des années, j'ai ravalé ma colère, j'ai souri pour le bien de Léa, et j'ai laissé Camille s'en tirer. Parce que j'aimais cette petite fille comme si c'était la mienne. Et je me disais que quelqu'un devait bien prendre le relais. Mais cette dernière fois, c'était différent. C'était un jeudi matin quand Camille m'a appelé à 8 heures. Elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous médical et qu'elle avait besoin que je garde Léa juste pour quelques heures. Elle a dit qu'elle serait de retour pour l'heure du déjeuner. Elle avait l'air pressée mais pas stressée. Trop enjouée, pour être honnête. J'étais déjà méfiante, mais j'ai accepté, car que pouvais-je faire d'autre? 10 minutes plus tard, elle a déposé Léa en pyjama froissé, sans siège auto, et m'a tendu un sac à langer qui semblait ne pas avoir été ouvert depuis des semaines. Aucun emploi du temps, aucune vraie nourriture, juste une bouteille de jus de pomme, une barre de céréales à moitié entamée et une couche culotte de rechange. Puis elle a filé par la porte. Pas de bisous d'au revoir, pas même un merci. À midi, je n'avais toujours pas de nouvelles. Je lui ai envoyé des SMS, rien. J'ai appelé, je suis tombé directement sur la messagerie. Léa allait bien, comme toujours. Elle a l'habitude. Nous avons fait des croque-monsieur et regardé des dessins animés. Elle a fait du coloriage pendant que j'essayais de faire du télétravail. J'avais la nausée parce que je savais déjà que ce n'était pas un simple rendez-vous rapide. Puis Léa a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Sortant de nulle part, tout en dessinant un soleil avec un crayon orange, elle a dit « Maman est en bikini ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu que maman avait pris un avion avec ses copines, qu'il y avait des palmiers, une grande piscine, et un monsieur avec des dents brillantes qui lui avait donné une boisson rose. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste attrapé mon téléphone et ouvert Instagram. Le compte de Camille était inactif, bien sûr. Elle me bloquait toujours quand elle partait pour l'une de ses escapades. Mais j'avais créé un faux compte il y a des mois juste pour garder un œil sur ses stories quand elle disparaissait de cette façon. Et elle était là. À Ibiza. Identifiée dans un complexe hôtelier de luxe. Souriante au bord de la piscine dans un bikini minuscule, tenant une pina colada, entourée d'autres femmes prenant la pose comme si elles étaient en vacances de printemps étudiantes. Elle s'était envolée pour l'Espagne. Elle n'avait même pas laissé un mot. Je l'ai appelée. Elle a répondu en riant comme si elle était dans un bar. Je lui ai dit que je savais où elle était. Elle n'a même pas fait semblant de mentir. Elle a juste dit qu'elle méritait une pause. Elle m'a dit d'arrêter de faire un drame. Elle m'a dit d'être juste une bonne tata. Comme si je devais être reconnaissante d'avoir l'opportunité d'élever son enfant pendant qu'elle buvait de la tequila sous un palmier. C'était la goutte d'eau. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Je lui ai dit qu'elle ferait bien de prendre un avocat, et j'étais très sérieuse. Elle a balayé ça d'un rire. Mais 2 jours plus tard, quand elle est rentrée et a trouvé les services de l'aide sociale à l'enfance à sa porte et que Léa n'était plus là, elle ne riait plus du tout. Quand le vol de Camille a finalement atterri, je savais déjà ce qui l'attendait. Je le savais parce que j'avais passé les dernières 48 heures à parler à des gens qui se souciaient réellement du bien-être de Léa. Ce que Camille n'avait jamais réussi à faire. Elle est rentrée chez elle en s'attendant à jeter sa valise, faire une sieste, puis peut-être passer chez moi pour récupérer Léa quand ça lui chanterait. Au lieu de cela, elle a trouvé un avis officiel de couleur orange scotché sur sa porte par les services sociaux. Le voisin m'a raconté plus tard qu'elle est restée plantée là à le fixer pendant 1 minute entière avant de l'arracher et de s'engouffrer dans son appartement. Le premier appel est arrivé 3 minutes plus tard. Elle n'a pas demandé si Léa allait bien. Elle n'a pas demandé pourquoi LASE était intervenue. La seule chose qu'elle voulait savoir,
c'était comment j'osais gâcher sa vie. Elle a dit que j'avais fait toute une montagne d'un petit voyage. Elle a dit que les mamans avaient droit à des pauses. Elle a dit que tout le monde exagère quand on est fatigué, et que Léa avait probablement inventé des choses, ce qui était son excuse préférée à chaque fois qu'elle se faisait prendre. Elle ne comprenait pas que ce n'était pas à cause des Ibiza. C'était à cause de tout ce qu'elle avait fait et qui avait mené à Ibiza. Quand j'ai parlé à l'assistante sociale, je n'ai rien caché. Je leur ai parlé des jours où je gardais Léa pendant 14 heures sans jamais recevoir un seul message de Camille pour prendre des nouvelles. Je leur ai parlé des nuits où je retrouvais Léa en train de l'attendre sur mon canapé jusqu'à 22 heures ou 23 heures parce que Camille avait perdu la notion du temps. Je leur ai dit comment Camille gaspillait la pension alimentaire dans des soins esthétiques, des voyages, des vêtements, tout sauf pour sa propre fille. Et ils ont écouté. Ils ont demandé des preuves. Je leur en ai donné. SMS, messages vocaux, photos, captures d'écran, date, heure. Ils n'avaient pas l'air surpris. En fait, l'assistante sociale a dit quelque chose qui m'a marqué, les gens comme Camille pensent toujours que personne ne fait attention. Mais on faisait attention maintenant. Quand l'assistante sociale est allée à l'appartement de Camille, elle a trouvé exactement ce que je savais qu'elle y trouverait. Un frigo vide à l'exception de boissons énergisantes et d'une boîte de livraison de repas datant de 3 jours. Une pile de colis provenant de Vinted et Amazon remplie de vêtements de plage. Rien pour Léa. Pas une seule chose qui suggérait qu'un enfant vivait là. Pas de jouets, pas de vêtements, pas de brosse à dents, pas même une couverture. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit que je pouvais demander la garde d'urgence. Je n'ai pas hésité une seconde. Ce que Camille ne savait pas encore, c'est que les services sociaux m'avaient aussi demandé autre chose, s'il fallait contacter le père de Léa. J'ai répondu oui immédiatement. Cela seul aurait mis Camille plus en colère que n'importe quoi d'autre. Parce qu'elle avait travaillé très dur pour l'écarter de leur vie. Et quand je l'ai eu au téléphone, tout a pris sens. Il avait l'air soulagé d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui ne lui mentait pas. Il m'a dit qu'il la suppliait depuis des années d'avoir au moins un droit de visite, mais que Camille lui fermait toujours la porte au nez. Elle lui disait qu'il n'était pas stable, que Léa pleurait quand elle entendait son nom, qu'il devait juste continuer à envoyer de l'argent et arrêter de compliquer sa vie. Elle avait bâti ce mensonge si soigneusement, et elle pensait que personne ne creuserait jamais. Quand il a découvert ce qui s'était réellement passé, qu'elle avait quitté le pays et abandonné leur fille sans prévenir, il a demandé à quel moment il pourrait assister à la prochaine réunion avec les services sociaux. Pendant ce temps, Camille continuait d'appeler. Elle passait des cris aux pleurs, en jurant qu'elle arrangerait tout si je disais simplement à Ella ce qu'il y avait eu un malentendu. Elle disait que je réagissais de manière excessive. Elle disait que les familles règlent ces choses-là en privé. Elle disait que je chamboulais sa vie pour des broutilles. Mais j'avais atteint ma limite. Et pour une fois, elle devait faire face à ce qu'elle avait créé. À la fin de la semaine, les papiers étaient officiels. Léa était légalement sous ma garde le temps que l'enquête se poursuive. Et Camille? Elle était soudainement désespérée. Pas pour Léa, mais pour le contrôle. Pour l'argent. Pour l'image qu'elle voulait faire croire à tout le monde. Et elle n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. Parce que la personne qu'elle craignait le plus, le père qu'elle avait évité pendant des années, s'avançait enfin. Camille avait toujours cru que les larmes étaient une monnaie d'échange. Et dans notre famille, c'était le cas. Pendant des années, à chaque fois qu'elle faisait une bêtise, elle pleurait juste assez fort pour que notre mère cède. Ou juste assez longtemps pour que je ramasse les pots cassés. Elle jouait la victime si bien qu'on aurait cru qu'elle avait répété. Avant, je pensais que c'était de l'émotion. Maintenant, je sais que c'était de la stratégie. Alors quand un juge a officiellement confié Léa à ma garde provisoire, Camille a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a pleuré. Des larmes bruyantes, désordonnées et dramatiques sur l'injustice de la situation. Elle a prétendu que j'étais aigri et que je voulais sa vie. Elle a dit que j'étais jalouse de sa liberté. Elle a même dit aux services sociaux que j'avais manipulé sa fille pour qu'elle dise des choses fausses. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'imaginait même pas, c'est que pendant qu'elle mentait aux travailleurs sociaux et m'envoyait des pavés de menaces par message, le père de Léa se préparait à revenir dans le décor. Et il ne venait pas les mains vides. Il s'appelle Thomas, et avant tout ça, je ne savais de lui que ce que Camille m'en avait dit. Qu'il n'était pas fiable, qu'il était égoïste et qu'il ne voulait pas s'impliquer. Elle disait qu'il était dangereux, instable, qu'il faisait peur à Léa. Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait.
Jusqu'à ce que LAS me demande si j'avais ses coordonnées, et j'ai trouvé son adresse email enfouie dans un vieux fil de discussion où Camille m'avait incluse par erreur. Je l'ai contacté. Ce que j'ai reçu en retour m'a stupéfaite. Thomas avait essayé de rester dans la vie de Léa. Il avait envoyé des emails, appelé, proposé de se rencontrer dans des lieux neutres. Il avait même essayé de passer par des avocats, mais Camille avait rendu la chose impossible. Elle changeait de numéro de téléphone, déménageait, et le bloquait même des listes de personnes autorisées à venir chercher l'enfant à la maternelle. Et pourtant, il payait toujours la pension alimentaire chaque mois en temps et en heure. Il pensait que Léa ne voulait pas le voir. C'est ce que Camille lui avait dit. Et quand je lui ai raconté ce qui se passait réellement, que Camille était partie à Ibiza et m'avait largué Léa, il a demandé l'adresse de la prochaine convocation aux services sociaux sans aucune hésitation. Quand il est entré dans ce bureau 3 jours plus tard, l'assistante sociale m'a appelé après la réunion. Ses mots exacts ont été « Nous ne voyons pas souvent des pères se présenter comme ça ». Thomas avait apporté un classeur. De vrais documents imprimés. Des emails, des reçus, des preuves de virement, des captures d'écran de SMS où Camille lui disait d'arrêter de jouer au papa. Chaque tentative qu'il avait faite au cours des 2 dernières années était documentée et classée. Il s'est assis là calmement et leur a dit qu'il voulait faire partie de la vie de sa fille. De façon permanente. Camille ne s'est même pas présentée à sa propre convocation ce jour-là. Elle a envoyé un mot disant qu'elle avait des problèmes de santé mentale et qu'elle avait besoin de plus de temps. Pendant ce temps, elle publiait toujours des photos de brunch, identifiant ses amis, faisant semblant en ligne que tout allait bien. Quand elle a finalement découvert que Thomas était de retour, elle m'a appelé en pleine crise d'hystérie. Elle m'a accusé de faire entrer un inconnu dans la vie de Léa. Elle a dit que Thomas était dangereux et que je ne savais pas ce que je faisais. Elle a dit qu'elle irait devant le juge aux affaires familiales et reprendrait ce qui lui appartenait. Mais elle n'avait pas de dossier. Elle n'avait même pas d'avocat. L'avocat gratuit qu'elle avait essayé de consulter lui avait dit sans détour qu'elle était dans une très mauvaise posture et qu'elle devait se concentrer pour retrouver une stabilité. Elle ne voulait rien entendre. Alors elle s'est pointée à mon appartement. Elle a frappé à la porte comme une folle. Elle hurlait que j'étais une traîtresse, que j'avais ruiné sa vie, que je n'avais pas le droit. Je n'ai pas ouvert. Léa était dans la chambre du fond en train de regarder un film avec Thomas. Je n'allais pas la laisser entendre tout ça. À la place, j'ai appelé la police et les services sociaux. Ils ont envoyé quelqu'un dans l'heure. Camille était déjà partie à ce moment-là, mais ils l'ont consignée. Ils l'ont informé par écrit que se présenter à l'improviste pourrait lui coûter purement et simplement ses droits de visite. Et ça a été le début de sa descente aux enfers. J'ai rencontré nos parents quelques jours plus tard. Ils avaient entendu des bribes de l'histoire. Je leur ai dit toute la vérité. Je leur ai montré les messages, les photos des Ibiza. Je leur ai montré les captures d'écran des tentatives de Thomas pour être un père. Je n'ai rien édulcoré. Je leur ai dit exactement qui Camille était devenue, ou peut-être qui elle avait toujours été. Ma mère a pleuré. Mon père n'a pas dit grand-chose, il a juste fixé le sol. Mais ils ont vu Léa, propre, nourrie, heureuse, et ils ne pouvaient plus faire semblant. Et quand Camille les a appelés ce soir-là en pleurant, disant que j'avais monté tout le monde contre elle, ils n'ont pas décroché. Thomas a continué à venir, pour les rendez-vous avec LAS, pour les visites, simplement pour être là. Il apportait des livres, des peluches, des petits goûters que Léa aimait. Il se souvenait qu'elle aimait le raisin noir mais pas le vert. Il connaissait la date de son anniversaire et le nom du doudou lapin avec lequel elle dormait. Il n'était pas un étranger. Il était juste quelqu'un que Camille avait effacé de sa vie pour garder le contrôle. Et quand Léa lui a souri, pas avec prudence mais chaleureusement, j'ai réalisé qu'il lui avait manqué quelque chose tout ce temps. Pas juste de la stabilité, pas juste une routine. Son père lui avait manqué. Et maintenant, elle l'avait. Pendant ce temps, Camille perdait tout, et elle était sur le point de faire un dernier geste désespéré qui détruirait définitivement ce qui lui restait. À la fin de ce mois-là, Camille avait perdu le contrôle de la seule chose qu'elle pensait que personne ne pourrait jamais lui enlever, sa version des faits. Elle avait toujours été la victime, la mère célibataire en difficulté, la petite sœur incomprise. Mais avec Léa sous ma garde, Thomas de retour dans le tableau et LAS documentant tout, elle ne pouvait plus manipuler la vérité. Alors elle est devenue désespérée. Et quand Camille est désespérée, elle devient dangereuse. J'ai reçu un email tard dans la nuit. C'était de quelqu'un que je ne connaissais pas,
une femme nommée Bérénice qui se disait inquiète des conditions de vie de Léa. Elle disait avoir entendu dire que j'étais instable, que je criais sur Léa, et que j'avais manipulé LAS pour la voler à sa mère. La formulation était dramatique, presque théâtrale. Mais le meilleur? La signature de Lemel était une tentative maladroite d'inventer un faux nom d'avocate. Je savais que c'était Camille. J'ai même fait une recherche inversée sur l'adresse email. Elle avait été enregistrée à son propre nom il y a des années quand elle avait essayé de lancer un blog de beauté raté. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré ça à LASE. Mais ce n'était même pas ça la vraie bombe. Le lendemain, Thomas a reçu un appel de la police. Camille avait déposé plainte en l'accusant de l'avoir menacé. Elle affirmait qu'il s'était présenté à son appartement, avait hurlé à travers la porte et avait dit qu'il venait chercher Léa. Elle a même donné une fausse heure et dit qu'un voisin pouvait confirmer. Seulement voilà, elle a choisi le mauvais voisin. Le type qui habitait à côté de chez elle était un flic à la retraite. Quand l'agent de police a fait sa vérification, le voisin a ri et a dit que Camille n'était même pas chez elle ce jour-là, et que personne n'était venu frapper à sa porte. Le policier a classé l'affaire comme une dénonciation calomnieuse. C'est à ce moment-là que LASE a rendu les choses officielles. Camille était désormais évaluée non seulement pour négligence, mais pour entrave et fausses accusations. Ils ont ajouté des restrictions à ses contacts. Pas de visite non supervisée. Interdiction de se présenter dans les endroits où Léa pourrait être. Interdiction de communiquer directement avec moi ou Thomas. Ça aurait dû être un électrochoc pour elle. Ça ne l'a pas été. Elle a disparu pendant une semaine. Elle n'a pas appelé LASE. Elle ne m'a pas envoyé de SMS. Pas un mot. Jusqu'à ce que je sois identifié par accident dans une story de l'une de ses amies. Elles étaient dans une boîte de nuit à Marbella. Champagne. Table VIP. Camille dansait comme quelqu'un qui ne venait pas de perdre son enfant et qui n'était pas sous le coup d'une enquête. La légende disait tout, maman avait besoin d'un reset. Cette story a circulé très vite. Une de ses vieilles amies, Chloé, qui connaissait Camille depuis le lycée, m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle était dégoûtée. Elle a dit qu'elle avait cru la version de Camille jusqu'à cette nuit-là, quand Camille a commencé à péter les plombs dans la boîte de nuit en disant qu'elle allait poursuivre les services sociaux, piéger Thomas à nouveau et faire regretter à tout le monde d'avoir pris son bébé. Chloé l'a enregistré. Elle m'a envoyé l'audio. Je n'ai même pas écouté jusqu'au bout, je l'ai envoyé directement à l'assistante sociale. Elle m'a rappelé le jour même, en me disant que la situation s'aggravait, qu'il recommandait officiellement que la garde permanente soit confiée à moi ou à Thomas. Et d'après ce qu'il avait vu jusqu'à présent, il penchait fortement pour Thomas. J'y étais préparé. J'aime Léa comme ma propre fille, mais elle mérite d'être avec son père, d'avoir un vrai foyer. Je ne voulais pas l'élever par rancœur. Je voulais juste qu'elle soit en sécurité. Camille l'a découvert 2 jours plus tard. Elle a essayé de me rappeler. Je n'ai pas répondu. Puis elle a essayé de débarquer à mon travail. C'était la goutte d'eau. Mon patron a dû appeler la sécurité. Camille a été escortée hors des locaux en hurlant qu'on l'effaçait de la vie de sa propre fille, que j'avais volé sa famille, que tout le monde mentait, qu'elle allait tout recommencer à zéro et emmener Léa avec elle. Elle n'a jamais eu l'occasion. Ce soir-là, le juge a signé l'ordonnance accordant la garde exclusive temporaire à Thomas, avec une audience formelle prévue pour le placement définitif. Camille n'avait même pas le droit de visite à moins que ce ne soit approuvé par un psychologue et supervisé par un médiateur désigné par le tribunal. Thomas est venu chercher Léa le lendemain matin. Il lui a apporté une petite valise rose à son nom, préparée avec soin. Et quand Léa a demandé où ils allaient, il a répondu « à la maison ». Camille n'a jamais appelé. Ni pour dire au revoir. Ni pour s'informer de l'audience. Rien. Mais quelqu'un d'autre l'a fait, son propriétaire. Il s'avère qu'elle s'était volatilisée au beau milieu de la nuit, laissant la moitié de ses affaires derrière elle et fuyant la ville. Elle s'est éclipsée comme une voleuse, silencieusement, rapidement, et sans aucune trace de responsabilité. Son propriétaire a été le premier à le remarquer. Il m'a appelé le lendemain matin, confus et agacé, me demandant si je savais où elle était passée. Il a dit que la porte de son appartement était restée déverrouillée, les lumières allumées, 2 sacs poubelles laissés dans le coin comme si elle avait prévu de revenir. Elle ne l'avait pas fait. Il a trouvé une paire de talons cassés, la moitié d'un fer à friser, une trousse à maquillage incrustée de saleté et une pile de courriers non ouverts.
Aucune photo de Léa. Aucun mot d'adieu. Elle avait juste pris ses clics et ses claques. Je n'étais pas surprise. Elle l'avait déjà fait, mais jamais avec de si lourdes conséquences derrière elle. Et elle n'a parlé à personne, pas même à nos parents. Ce même jour, Thomas est venu chercher Léa avec la nouvelle décision de justice en main, lui accordant la garde exclusive permanente. Le juge n'a même pas eu besoin de délibérer longtemps. Camille ne s'est jamais présentée. Ni à l'audience principale. Ni à l'audience de suivi. Elle n'avait pas d'avocat. Pas d'explication. Le tribunal n'a pas seulement considéré cela comme de la négligence. Ils ont considéré cela comme un abandon de famille. Léa est rentrée chez elle avec son père pour la première fois en plus de 2 ans. Et à partir de ce jour-là, elle n'a plus demandé des nouvelles de sa mère une seule fois. Pas une seule fois. C'est ce qui m'est resté en tête. Au début, c'était comme le calme après la tempête. Plus de menaces, plus d'appels tard dans la nuit, plus de coups à ma porte. Léa était en sécurité. Thomas l'avait installée dans une maison avec un jardin clôturé, un golden retriever nommé Philou, et une femme nommée Elodie qui a été plus maternelle avec Léa en 2 semaines que Camille ne l'avait été en 4 ans. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Une des anciennes amies de Camille, une fille nommée Inès qui me suivait toujours sur Instagram, m'a envoyé un message à l'improviste. Elle m'a dit que Camille avait débarqué sur la côte des Azurs, dormant sur des canapés, racontant aux gens qu'elle avait été trahie par sa famille, et qu'elle avait dû partir pour sa santé mentale. Elle s'était teinte en blonde platine, avait commencé à travailler dans un bar de plage à Cannes sous le nom de Cam, et disait à tout le monde qu'elle n'avait pas d'enfant. Inès n'avait même pas l'air choquée. Elle voulait juste me prévenir. La même semaine, Thomas a reçu un message bizarre d'un faux compte prétendant être un lanceur d'alerte des services sociaux. Il disait que j'avais fait du chantage à l'assistante sociale, que Léa avait été placée illégalement, et que Camille revenait avec un avocat pour nous poursuivre tous les deux. Mais j'ai reconnu l'écriture, le ton dramatique, les majuscules placées n'importe comment. C'était elle. Camille avait créé un compte poubelle pour faire croire que quelqu'un de l'intérieur était de son côté. Nous l'avons signalé. Le compte a été supprimé. Puis elle a tenté quelque chose de plus sombre. Elle a envoyé un message à l'ex de Thomas, une femme avec qui il était sorti il y a des années, la mère de son fils adolescent. Elle lui a dit que Thomas était violent, que j'étais impliqué dans un complot pour exclure Camille de la vie de Léa, et que nous cachions de lourds secrets. Elle a même envoyé des captures d'écran trafiquées, une vraie campagne de diffamation bricolée maison. Seulement l'ex n'était pas stupide. Elle et Thomas avaient eu leurs problèmes, mais elle savait que Camille mentait. Elle a tout envoyé à Thomas. Il l'a transféré à LASE et à son avocat. L'avocat a envoyé une mise en demeure dans les 24 heures. Et juste comme ça, la dernière tentative de Camille de jouer à la victime s'est effondrée. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était ce qui allait suivre. 2 de ses amis les plus proches, des filles qu'il avait défendues, qu'il avait aidé à se couvrir pendant le pire, m'ont appelé en pleurant. Pas en colère. Pas pour la défendre. Pour s'excuser. Elles m'ont dit qu'elle leur avait menti pendant des années, qu'elle leur avait dit que Thomas était en prison, que Léa ne voulait pas voir son père, que je n'étais que la babysitter et que j'aimais jouer à la maman. Puis, lors d'une soirée entre filles bien arrosée à Marseille, Camille a tout avoué. Pas avec culpabilité, mais avec fierté. Elle s'est vantée de la facilité avec laquelle elle manipulait les gens. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vraiment aimé être mère, mais qu'elle avait gardé Léa parce qu'avoir un enfant attire la sympathie et les allocations familiales. L'une des filles l'a enregistré. Je n'ai même pas eu besoin de demander. Elles me l'ont tout simplement envoyé. Je l'ai transmis directement à l'avocat de Thomas, qui l'a déposé au dossier du tribunal au cas où elle essaierait un jour de contester la garde. C'est à ce moment-là que ses amis se sont retournés contre elle. Elle n'était pas seulement une mauvaise mère. C'était une profiteuse, une menteuse. Et maintenant que la pension alimentaire ne tombait plus, maintenant que sa dernière once de loyauté familiale avait disparu, il ne lui restait plus personne. Plus de levier. Plus de public. Elle avait raconté tellement de mensonges que même elle ne devait probablement plus se souvenir à quoi ressemblait la vérité. Aux dernières nouvelles, selon quelqu'un qui travaillait au bar où elle faisait des extras, elle a aussi quitté le sud de la France. Elle disait qu'elle partait pour Barcelone pour recommencer à zéro. Elle a dit qu'elle voulait changer légalement de nom et couper les ponts avec tout ce drame. Elle n'a pas mentionné Léa. Pas une seule fois. Elle n'a jamais demandé où dormait sa fille.
Elle n'a jamais demandé si elle mangeait bien, si elle était heureuse ou si elle avait peur. Elle a juste disparu, encore une fois. Cela fait presque 1 an que personne n'a vu Camille en personne. Elle s'est éclipsée de la Côte d'Azur de la même manière qu'elle était partie d'ici, rapidement, silencieusement, et sans laisser de traces. Pas d'adresse de réexpédition. Pas d'appel téléphonique. Pas même une publication sur sa fausse vie Instagram si soigneusement mise en scène. La même fille qui avait l'habitude de poster 5 selfies par jour s'est volatilisée comme de la fumée. Elle ne s'est jamais battue pour Léa. Pas une seule fois. Elle n'a jamais fait appel, n'a jamais demandé de droit de visite, n'a jamais contacté LASE, moi, ou Thomas. Après tous les cris, les accusations, les faux emails et les menaces délirantes, elle a tout simplement abandonné. Une fois qu'elle n'a plus pu contrôler le récit, elle s'est moquée de la fin de l'histoire. La garde a été finalisée il y a 6 mois. Thomas a maintenant la garde légale et physique exclusive, et Camille est répertoriée avec interdiction de contact. Le juge l'a rendue permanente. Je me suis assise au fond de la salle d'audience et j'ai regardé ça se passer. Elle était censée comparaître par visioconférence. Elle ne l'a pas fait. Son avocate, commise d'office et visiblement épuisée, a dit au juge qu'elle ne donnait plus signe de vie depuis plus de 3 semaines. C'est à ce moment-là que ça s'est officiellement terminé. Et personne n'a pleuré. Léa vit avec son père maintenant, de façon permanente. Et vous ne reconnaîtriez même pas la petite fille d'il y a 1 an. Elle a grandi pour devenir une personne calme, brillante et joyeuse. Elle raconte des blagues toc-toc, qui est là. Elle fait des dessins de sa maison, toujours avec son père, Elodie, leur chien Filou, et parfois moi dans un coin avec une grande tasse de café. Il n'y a aucune trace de Camille sur aucun de ses dessins. Je la vois quelques fois par semaine. Avec Thomas, on fait en sorte que les choses restent simples. On n'a pas besoin de beaucoup parler. Nous tenons simplement à la même personne, et c'est suffisant. Parfois, je prends Léa pour des soirées pyjama. Parfois, je passe juste avec des friandises. Et elle court toujours vers la porte comme si c'était le meilleur moment de sa semaine. Elle ne demande jamais des nouvelles de sa mère. Avant, je trouvais ça étrange, mais j'ai appris que les enfants comprennent beaucoup plus de choses qu'ils n'en laissent paraître. Léa savait avant même que je m'en rende compte que Camille ne reviendrait pas vraiment. Et la vérité, c'est que Camille n'a jamais été totalement là pour commencer. Nos parents ont aussi arrêté de poser des questions. Ma mère essaie encore de la chercher sur Internet de temps en temps, mais elle ne trouve jamais rien. Mon père refuse de prononcer son nom. La dernière fois qu'elle a donné signe de vie, si on peut appeler ça comme ça, c'était une carte postale arrivée il y a 4 mois. Pas d'adresse d'expéditeur. Pas de message. Juste une photo floue d'une plage en Espagne, et un seul mot, bientôt. Aucun de nous ne savait ce que cela signifiait. Nous l'avons jeté. Mais le moment le plus étrange est arrivé quand Thomas a reçu un colis adressé à Léa. Il n'y avait pas de nom, pas d'expéditeur. Juste le prénom de Léa avec une écriture de travers. À l'intérieur, il y avait ce doudou lapin que Camille lui avait donné quand elle était bébé. Celui qui avait disparu quand elle avait déposé Léa chez moi avant son voyage à Ibiza. Il était plein de nœuds, un peu sale, visiblement entassé dans une valise ou un tiroir pendant des mois. Pas de mots. Pas d'explication. Thomas l'a montré à Léa. Elle l'a regardé pendant une seconde, l'a tenu doucement pendant un instant, puis l'a posé sur l'étagère à côté de son nouveau jouet préféré et est retourné jouer. Aucune réaction. Pas de larmes. Juste fini. C'était le dernier contact que nous ayons jamais eu. Nous avons entendu de petites choses par-ci par-là. Un barman à Barcelone a dit qu'une femme nommée Camille avait travaillé pendant un moment. Blonde platine. Elle parlait toujours des gens qui lui avaient pris son enfant pour de l'argent. Il a dit qu'elle était partie sans prévenir après avoir emprunté de l'argent à un collègue et ne l'avoir jamais remboursé. Même histoire. Nouvelle ville. C'est comme si elle passait d'une version à l'autre de son ancienne vie, refusant de s'arrêter assez longtemps pour faire face à ce qu'elle a perdu. Parce que voici ce qu'elle a réellement perdu, sa fille, ses parents, ses revenus, sa réputation, et la seule personne qui l'avait jamais vraiment soutenue. Mais elle n'a pas seulement perdu Léa. Elle l'a abandonnée. Face à la plus petite exigence pour être une mère, être présente, être responsable, se soucier de quelqu'un d'autre qu'elle-même, elle s'est enfuie. Et Léa, elle n'a pas besoin d'elle. Elle a un père qui est là pour les galas de danse et les histoires à l'heure du coucher.
Elle a Élodie qui lui fait des crêpes en forme d'étoile et lui chante des chansons quand elle est malade. Elle m'a moi, qui serai toujours son refuge de sécurité. Et elle a la paix, maintenant. Le genre de paix que Camille n'a jamais eu et n'a jamais donné. Elle est libérée de ce chaos. Et Camille, elle est devenue ce qu'elle craignait le plus, oubliable, inutile, et disparue.